ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. L'idée, c'est que vous allez découvrir des parcours de personnes d'horizons variés qui, un jour, se sont lancées en immobilier. Mon objectif, à travers ces témoignages, c'est d'apporter du concret au podcast qui va vous inspirer, vous donner des idées et surtout vous remplir d'une bonne dose de motivation. Aujourd'hui, j'accueille Paco du podcast Les Investisseurs 4.0. Paco travaillait au départ dans le milieu de la finance et des banques. Il a débuté en investissant en immobilier à distance depuis le Brésil et a développé son patrimoine lorsqu'il est revenu en France. Il a désormais 6 biens à son actif. Il a quitté son travail pour se consacrer pleinement à ses projets entrepreneuriaux. Découvrez toute son histoire dans cet épisode. Bonne écoute! Hello Paco, j'espère que tu vas bien. Salut Dorine, très bien et toi? Super, je suis super contente de t'accueillir sur ce podcast, surtout que tu es le chef du podcast Les Investisseurs 4.0, un gros podcast sur l'investissement immobilier. Donc voilà, et moi j'ai hâte de connaître toute ton histoire parce que en effet, je connais pas très bien ton histoire, je connais tes épisodes en tant qu'intervieweur, mais j'ai hâte de savoir un peu tout ce que toi t'as fait. Hâte de partager ça avec toi et merci pour l'invitation. Voilà, donc le principe, je vais commencer, moi j'aime bien comprendre déjà d'où tu viens, quel est un peu ton background, où tu as grandi, comment était ta famille, un peu pour tracer le portrait initial de tes origines. Ouais, écoute, par où commencer. Donc moi j'ai grandi à la campagne en fait, dans l'est en Seine-et-Marne, à l'est de Paris. J'ai fait toutes mes études là-bas. Et jusqu'à la fac où je suis monté sur Paris pour faire des études de finance en fait, puisque j'ai terminé en bac plus 5 en master de finance d'entreprise, et puis après j'ai eu une carrière plutôt dans la finance, dont à l'étranger, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais si on revient, mes débuts, moi j'ai grandi dans un univers un peu campagnard, avec maman enseignante, papa antiquaire, brocanteur, donc pas des origines non plus forcément très on va dire des origines qui prônent la richesse ou la finance ou des choses comme ça. Donc moi c'est vrai que mon parcours est un peu atypique par rapport au reste de ma famille sur ce plan-là. Et comment t'en es venu du coup à faire des études en finance ? C'est juste pour comprendre. Ouais. Je t'avoue, je sais pas trop ce qui m'a amené à ça. Je pense que j'avais quand même l'attrait. C'était en début 2000, etc. Que j'ai commencé ma carrière. J'avais quand même envie j'étais quand même attiré par cet environnement un petit peu justement à l'aise, confortable, tu vois, de la finance. Et j'avais ces impressions par rapport aux médias, tout simplement, les films, etc. Quand on voit les gens qui sont dans les banques d'investissement ou qui avaient l'air d'être plutôt cool, tu vois, c'est-à-dire d'avoir le confort et en même temps d'avoir un job qui est intéressant et pas être trop pressé par le temps, avoir vraiment le contrôle sur leur vie. Et ça, c'est un truc qui m'attirait déjà pas mal. Et je me suis dit, la finance, ça m'a l'air d'être là où le secteur où on peut trouver ce genre de choses. Donc c'est ce qui m'a amené un petit peu, mais petit à petit, parce qu'au début j'étais assez attiré par les langues, j'aimais beaucoup les langues étrangères, l'histoire, la géo, etc. Mais en fait, au cours à la fac, petit à petit, je me suis dirigé vers l'économie, la finance, et du coup, j'ai poursuivi là-dessus, quoi. D'accord, donc en gros, tu étais plutôt bon élève, et quand tu as commencé tes études, c'était pas encore spécialisé en finance, et c'est tout doucement, tu t'es de plus en plus spécialisé.
C'est bien ça, si j'ai compris. C'est ça, ouais, petit à petit, en fait, au sein même de... j'étais à la fac de Nanterre, et il y avait pas mal il y avait un gros pôle économie-finance là-bas, et en fait, en côtoyant les gens aussi à la machine à café ou autre, qui comparaient un petit peu à qu'est-ce que tu fais, voilà, j'ai été vachement plus attiré par les gens qui parlaient de finance, et donc ça m'a emmené vers ces cursus-là, en fait. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils ont pensé en fait de tes études? Comment ils t'ont orienté? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme conseil? Enfin, c'était quoi leur vision? Paco, mon enfant, qu'est-ce que tu dois faire dans la vie? Mes parents, eux, ils étaient vraiment juste focalisés sur le fait que je sois heureux, que j'aime bien mon boulot. Mon père, peut-être un peu plus, on va dire, fasciné par tout ce qui était banque finance, en fait. Mais fasciné d'un point de vue, tu vois, vraiment... comment dire, comme quelque chose qu'il comprend pas forcément et qu'il envie peut-être un peu au fond, tu vois, mais qu'il ne comprend pas forcément. En fait, dans la famille, on était très porté sur le réel, tu vois, on n'a jamais manqué de rien, mais on n'était pas non plus axé sur les choses de valeur. Et donc, voilà, j'ai pas été éduqué avec l'idée qu'il fallait absolument construire quelque chose de valeur, mais juste être heureux. Il y a la culture quand même qui était très présente dans ma famille, la musique, la lecture, etc., qui était plus peut-être même valorisée en fait que l'aspect matériel des choses. Et donc moi, dans ma famille, je suis un petit peu, je suis un petit peu l'extraterrestre dans le sens où il y a assez peu de gens dans ma famille qui ont suivi cette carrière-là. Et voilà. Après, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans ce même cas, c'est-à-dire la vision, tu vois, du crédit comme étant la méfiance du crédit. La méfiance aussi de tout ce qui est environnement, banque, finance. Les gens qui boursicotent, on se dit, mais c'est des gens qui magouillent un peu, tu vois. C'est un peu cette idée-là, en fait, qui ressortait. Et donc, forcément, au début, c'est une idée qui a la vie dure, en fait. Hein, et donc, après, petit à petit, expliquer un peu mon métier, etc., ça s'est fait naturellement. Mais c'était pas, on va dire, inné, quoi, dans ma famille. Et du coup, alors t'as fini tes études et t'es parti faire une carrière dans les banques. Et alors là, comment ça s'est passé? Enfin, t'as fait quoi? Alors, j'ai commencé en France un petit peu, je fais bosser dans l'analyse crédit, l'assurance crédit. Donc ça, c'est typiquement de l'analyse financière aussi, mais vraiment en fait pour essayer d'évaluer la capacité des entreprises à ne pas faire défaut, tu vois, à continuer à payer leurs fournisseurs. Et donc c'était une très bonne expérience d'un point de vue économique parce qu'on voyait beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises, plutôt des PME en fait en France. Et ça donne vraiment une vision très, très large et intéressante de ce qu'est l'économie en fait, vraiment au sens propre. Et ensuite, je suis dirigé vers des activités de marché parce que je suis parti à Londres pour bosser dans une agence de notation, Moody's, à Londres pendant 4 ans. Et là, donc, j'ai changé en fait de finance d'entreprise à finance d'entreprise plus avec des entreprises beaucoup plus grosses dans plein de domaines différents, les télécoms, le média, etc. Et là, c'est plus trop l'analyse de est-ce que l'entreprise va faire défaut ou pas, mais c'est vraiment la capacité de l'entreprise à payer de manière générale sa dette auprès des prêteurs, donc du marché financier, avec une problématique peut-être plus de sophistication, on va dire, dans les entreprises que j'ai analysées. En plus, c'est un environnement anglo-saxon, donc il y a une façon de travailler aussi qui est beaucoup plus professionnalisée et valorisée, faut dire ce qui est dans le monde de la finance. Donc voilà, c'était un pas que je voulais faire pour m'élever encore dans cette dans la professionnalisation du métier de la finance. Et donc j'ai commencé là-bas et ensuite je suis parti au Brésil toujours dans la même boîte, Moody's, donc toujours sur le même secteur de finance, mais alors là, pour le coup, dans un pays émergent où forcément les choses sont moins sophistiquées qu'en Angleterre, à Sao Paulo, au Brésil. Et j'analysais plutôt des boîtes dans l'infrastructure, tu vois, les sociétés autoroutes, les aéroports, les boîtes qui génèrent de l'électricité, etc. Voilà. Donc là, ce qui était intéressant dans cette expérience, c'était vraiment parce que moi, j'aime beaucoup voyager. Et en même temps, d'avoir toujours ce profil, on va dire, au niveau de mon profil professionnel, tu vois, d'être quand même dans une boîte sérieuse, structurée, etc. Mais à côté de ça, de pouvoir évoluer dans un monde qui me passionne, le Brésil notamment, parce que j'aime beaucoup, et puis d'aller dans des endroits incroyables, tu vois. Là-bas, c'est vraiment
même si tu restes, tu vas analyser une entreprise de génération d'électricité, mais à côté des cascades, et dans des endroits reculés, là où la nature est magnifique, avec des gens super chaleureux et super bien. Donc tu as vraiment le meilleur des deux mondes, et ça, c'était une expérience que j'ai bien aimée aussi, quoi. Ah, mais c'est trop cool. Donc, du coup, de ce que je comprends, c'est que tu as un peu le profil, j'ai l'impression, quand même assez classique, c'est-à-dire que on monte un peu dans la carrière, on évolue. Enfin, t'as senti une sorte de progression, t'as pris de l'aisance dans ton métier, tu gagnais probablement de mieux en mieux ta vie, mais pour autant, t'avais pas encore investi personnellement. Enfin, t'en étais où, du coup, dans tes démarrages par rapport à tes finances personnelles? Bah, c'est intéressant, j'étais effectivement axé vachement sur ma carrière, donc j'investissais pour moi jusqu'à 2017. J'ai investi beaucoup en moi, et j'avais cette idée de construire ma carrière dans la finance, justement, de manière structurée, intelligente, de manière à ce que... La manière dont je voyais les choses, c'était ça, c'était que j'allais augmenter mes revenus, augmenter mon statut aussi, mon confort, en fait, en fonction à mesure que je montais dans les grades. Donc j'avais des promotions, tu vois, surtout dans des boîtes assez importantes, tu as des promotions, en fait, tu peux passer d'un échelon à un autre et tu augmentes en salaire et puis en responsabilité aussi. Et moi, je voyais ma carrière se poursuivre, tu vois, jusqu'à la retraite comme ça, en ayant de plus en plus des boulots qui, dans mon esprit en tout cas, c'était tu gagnes plus d'argent, tu bosses moins parce que tu délègues beaucoup aux gens, et donc c'est parfait, tu vois. Plus le temps avance, et meilleure est ta situation, tu vois. Ouais. Ça, c'était Je rigole parce qu'on imagine le patron avec son cigare qui a juste à papoter et à pas faire grand chose, quoi. Enfin, je sais pas, enfin, t'as raison, quoi. Des fois, ouais, je suis d'accord. C'est vraiment ça. Il y a des postes comme ça, mais en fait, je crois c'est pas vraiment. Enfin, je pense que c'est un peu moins en moins le cas quand même. Et ma réalisation, si tu veux, dans ces années-là, au moment où je me suis décidé à faire autre chose, c'est que en fait, je me suis rendu compte quand même, augmenter dans les échelons, ça demande quand même pas mal de politique dans les entreprises. C'est plus le réseau plutôt que on va dire, ta propre. Tu vois, c'est pas la méritocratie telle qu'on l'imagine. Et puis la deuxième réalisation, c'est que plus je travaillais, enfin, je me dépensais beaucoup d'énergie, de temps pour passer un échelon au niveau de la promotion. Mais une fois que j'y arrivais, si tu veux, j'avais pas moins de travail. J'en avais même plus. Je déléguais, mais j'avais plus de responsabilités, donc aussi plus de stress. Et donc je me suis dit, si ça continue, en fait, je vais pas profiter de l'argent que je génère avec ces promotions, et l'énergie et le temps que je dépense, en fait, il est que seulement indirectement. Il me revient que indirectement au travers de l'entreprise, au travers peut-être du salaire, du statut, du profil, de l'expérience qui augmente, mais je me disais, si je redérivais, tu vois, cette énergie et ce temps pour quelque chose qui va m'affecter plus personnellement, directement moi, bah ça serait bien, tu vois. C'est l'idée que j'avais en fait. Alors et donc, la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, mon premier pas dans l'investissement, donc 2017, j'étais au Brésil et j'avais 100 000 € d'épargne, un peu plus, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec cette épargne, tu vois? Et c'est tout simplement de cette manière que je me suis dit, je vais le mettre dans l'immobilier, comme ça va un petit peu me forcer à investir, tu vois, je le voyais comme ça, en fait, cette idée. Donc, j'ai investi dans un bien au Brésil, depuis le Brésil, en fait, dans un bien à Saint-Denis, en région parisienne, que j'ai mis ensuite en location, et j'ai mis mes 100 000 € d'épargne, tu vois, en apport, typiquement, tu vois, dans cette opération, et qui aujourd'hui me génère toujours du cash flow et a pris énormément en plus-value. Donc finalement, tu vois, à l'époque, je la voyais comme une opération qui n'était pas très bonne, parce que beaucoup d'apports. Et souvent, on prône le peu d'apport, mais au final, je trouve qu'elle était plutôt intéressante d'un point de vue financier, quoi. Mais voilà, la première opération, elle est là. Ensuite, toujours dans mes démarches, je me suis dit, ok, je vais revenir maintenant en France, parce que j'apprenais en fait beaucoup plus à partir de ce premier investissement sur le monde de l'investissement. Tu vois, j'écoutais des podcasts, je reprenais des formations, je lisais beaucoup. Et je me rendais de plus en plus compte, en fait, qu'il y avait une carrière parallèle, si tu veux, dans l'investissement immobilier qui pouvait s'ouvrir à moi. Je rentre en France en 2019 et je me dis, ok, donc j'ai réussi au travers de mon entreprise à être muté. Je me dis, ok, j'ai un CDI, c'est parti, je vais pouvoir enchaîner. J'ai encore assez peu d'endettement quand même.
c'est parti, quoi. Et là, Ça, c'était en quelle année, du coup? En C'était... 2019. Ok. Donc je rentre en France et je me mets à massivement refaire mes recherches, massivement rechercher des biens, des gens qui puissent faire des travaux, des courtiers, des banques, vraiment tout en parallèle, et je me lance là-dedans pour enchaîner en fait 2 biens, 2 maisons que j'ai mis en colocation qui sont sur Amiens. Alors, du coup, quand toi, t'es arrivé en France, t'habitais où, du coup? Enfin, t'es arrivé à habiter où? En région parisienne. J'étais en Ok. région parisienne, ouais. T'as été muté, t'étais en région parisienne et tu t'es dit, tiens, je vais acheter à Amiens? Ou comment ça s'est passé, du coup? Enfin... Ouais, j'ai cherché des lieux qui étaient pas trop loin, on va dire, de la région parisienne, mais pas la région parisienne même. Je voulais en fait du cash flow, quoi. Donc je cherchais des lieux où tu pouvais être autour de 1 000 € du mètre carré, accessible, voilà, qui soit aussi attractif d'un point de vue économique, d'un point de vue aussi académique, avec des points d'intérêt intéressants. Et Amiens, voilà, j'ai cherché plusieurs villes, mais Amiens, c'est un petit peu porté comme la ville qui pourrait être sympa à faire. Et donc, j'ai commencé à construire un réseau là-bas d'apporteurs d'affaires, d'artisans, etc. pour commencer mon entreprise là-bas, quoi. Enfin, mon entreprise, les investissements immo là-bas, quoi. Ouais. Et du coup, t'avais aucun, entre guillemets, famille ou relatif, ou je sais pas comment on dit, enfin, qui habitait là-bas, quoi. Ouais, ok, non, j'y suis allé vraiment, j'ai construit tout de zéro. Encore une fois, en faisant vraiment... tu vois, tu peux faire pas mal de recherches quand même sur Internet, à la fois sur la zone économique, pour les intérêts, mais aussi tu peux faire pas mal de trucs au téléphone, tu vas te rendre compte aussi au téléphone de la qualité des entrepreneurs, s'ils vont être bien ou pas bien, faire des recommandations, sur recommandation, trouver les gens. Et après, je faisais des voyages régulièrement, toutes les semaines, pour aller à la fois chercher. D'ailleurs, j'ai trouvé par téléphone, une fois que j'avais les gens sur place qui savaient ce que je cherchais, en fait. J'ai pas eu besoin de faire la visite pour signer un compromis. J'ai tout de suite eu la personne qui m'a dit ça, c'est dans tes critères, c'est exactement ce que tu recherches. Donc, j'ai signé le compromis et je suis parti ensuite pour voir sur place. Mais alors, comment t'as fait ça pour trouver des personnes qui cherchaient pour toi? Ça m'intéresse. Ouais, alors ça a commencé pas mal avec les réseaux d'artisans, en fait, parce que les artisans connaissent pas mal les investisseurs. Donc, dans un premier temps, chercher son artisan, ça peut être pas mal, parce que déjà, tu en auras besoin, et ensuite, c'est eux qui peuvent t'apporter ensuite, par bouche à oreille, en fait, les bons contacts des chasseurs IMO, tu vois. Parce que les artisans qui sont bien et qui savent que toi, tu peux les payer régulièrement, rapidement, que tu es sérieux, et ben en fait, il y en a pas beaucoup des investisseurs qui sont aussi sérieux et qui payent bien, qui ont une vision claire de ce qu'ils veulent, en fait, qui font pas perdre de temps à l'artisan. Et en fait, si tu te présentes de cette manière-là, tu peux rentrer dans leur réseau, tu vois, dans leur petit papier, des investisseurs intéressants à qui alimenter de bons contacts, en fait. Tu vois, moi, je prône beaucoup le réseau de qualité, c'est-à-dire si tu montres que tu es quelqu'un de qualité, on va te présenter d'autres gens qui sont aussi dans cette même état d'esprit de qualité, de faire tourner les choses vite, et ça peut être pas mal. Enfin, moi, je l'ai fait via le réseau d'artisans, mais j'imagine tu peux le faire aussi via le réseau de courtiers, j'imagine, de banques ou je sais pas. Et du coup, c'était dès ton premier investissement, tu as eu cette approche? Ou c'était en construisant ton premier investissement que tu as commencé à construire ton réseau? Le deuxième. Le premier, je l'ai vraiment fait en distance quand j'étais au Brésil. Mais c'était pas à Amiens, du coup, le premier. Le premier était en région parisienne, ouais, à Saint-Denis. Voilà, à Saint-Denis. Et du coup, quand tu t'es installé à Paris, tu t'es dit, ok, je cherche un truc rentable, je veux du cash flow, donc je m'excentre. Tu t'es mis sur Amiens, parce que peut-être que tu as fait une comparaison des différentes villes, j'imagine pas très loin de Paris, pratique et tout. Enfin, j'essaie juste de refaire le chemin. Et du coup, quand tu t'es dit, j'investis à Amiens, tu t'es tout de suite dit, tiens, je vais contacter des entrepreneurs au lieu de faire des visites. Enfin, je trouve que c'est hors du commun. Enfin... Ouais, non, c'est bien ça. Je suis pas sûr que ce soit forcément le truc, que les gens recommandent en premier, tu vois. Mais moi, je me suis dit, je vais avoir besoin des entrepreneurs, et les entrepreneurs de qualité. Déjà, je me suis dit, ça va pas être facile de trouver des entrepreneurs de qualité. Et ensuite, je me suis dit, c'est les gens qui sont le plus en contact avec les gens, du coup, soit les agents, les apporteurs d'affaires et les chasseurs IMO, du coup. Et je me suis dit, je peux faire une pierre deux coups, tu vois. Trouver l'entrepreneur qui va être bien pour ma rénovation, parce que c'était mon projet. Et à côté de ça, l'entrepreneur, pourquoi ne pas l'inclure dans ma recherche
de bien, tu vois. Parce que lui... Non mais c'est rigolo, ouais. Parce Ouais. qu'en fait, ce que je trouve contre-intuitif, c'est de se dire, attends, je vais appeler des entrepreneurs pour leur dire, au fait, j'ai pas de bien, mais j'aimerais bien rénover un bien, et au fait, il faudrait m'en retrouver un, quoi. Mais je trouve ça rigolo, mais je trouve ça cool. Enfin, Je l'ai vraiment inclus, tu vois, vraiment comme dans le projet, quoi. Il fait partie de mon équipe. ouais. Je lui ai dit en gros, écoute, moi j'ai de la capacité d'endettement, j'ai un projet, je veux faire ça et ça va se faire, tu vois. Je lui montrais déjà ce qu'on allait faire avant même que le bien soit là, tu vois. Et à c'était partir- quoi, du coup, ce projet sur le papier au départ? C'était une colocation, une maison, du coup, tu vois, 200 000 euros d'enveloppe, type voilà, 90-100 mètres carrés de surface, avec idéalement un jardin ou idéalement une petite cour. C'est des types de biens qui se font quand même beaucoup sur Amiens. Les maisons amiénoises, tu vois, un petit peu en hauteur, comme ça, avec deux niveaux. Donc dans le centre-ville de Amiens, c'est ça? Oh, Plutôt, enfin, ouais, ou proche centre, quoi. proche centre, mais c'est vrai qu'en province, tu vois, tout est assez proche centre, en fait, quand tu, Ouais. quand tu viens de Paris et tu te dis, tu vois, que tout est à 10 minutes, quoi. Enfin, moi, Ok. en l'occurrence, j'ai deux maisons, une à l'ouest, une à l'est, elles sont toutes les deux, en fait, à 10 minutes du Du centre. centre-ville. Il y a un réseau de bus, en fait, qui est assez pratique aussi. Et donc, je savais, si tu veux, que tu avais un bon environnement autour de la ville. Je connaissais les points d'intérêt, les endroits qui étaient intéressants. Et j'ai su, du coup, assez précisément dire ce que je voulais auprès de l'artisan. Et puis après, lui, il m'a trouvé des trucs, quoi. Puis j'ai fait pas mal Ah, de bah, bons c'est coins super. aussi, hein, tu vois. Donc, Ouais. Ok, t'as fait un peu tout. Ok, voilà. Ok, donc t'en étais à donc avoir acheté ces deux maisons. Tu les as achetées un peu dans la foulée, les deux? ouais, plus ou moins, ouais, à 9 mois, on va dire, d'écart. 6 mois, Et quand tu d'écart. disais 200 000 euros, ça m'a fait tilt parce que tout à l'heure tu disais tu cherches 1000 euros au mètre carré et t'as dit entre 90 et 100 mètres carrés à 200 000 euros. Du coup, t'as plutôt acheté vers les 2000 euros du mètre carré ou plutôt vers les 1000 euros du mètre carré? Ouais, j'ai acheté, j'ai acheté à 1000. En fait, moi, j'ai acheté typiquement à 110 000 euros la maison. Et Ah, ok. j'ai mis 90 000 de travaux plus équipement, tout ça, quoi. Ok, c'est clair. Donc ça revient au final à une valeur à 2000 euros du mètre carré et je suis sûre que tu peux même faire une petite plus-value si jamais tu revendais, quoi. Ok. Ouais, mais c'était pas le projet, c'était vraiment Oui, cash c'était flow. pas le but. Ouais, c'était pas le but. Même aujourd'hui, tu vois, si je le vends, enfin, je ferai pas une grosse plus-value dessus, quoi. Et donc tu fais des colocs dans ces maisons. C'est ça, ouais. Donc, typiquement, 5 colocs de 5 avec 3 salles de bain pour que tu aies un niveau de confort assez important, quand même. Et voilà, c'est des idées en meublé, tout inclus, en fait. Et les profils des locataires, c'est des actifs ou c'est des étudiants? Un peu des deux. Moi, j'aime bien mixer, en fait, avoir des gens qui se lèvent tôt, des gens qui se lèvent tard, pour que Ouais. tout le monde soit un peu respectueux de la vie de tout le monde. Donc, j'aime bien des gens qui ont des rythmes différents. Et voilà, j'aime bien avoir un mix. Donc, je fais pas que étudiant, mais je fais un peu des deux, quoi. Étudiant, jeune travailleur. Ok. Et du coup, pardon, parce que en Seine-Saint-Denis, quand t'avais acheté, là, t'avais acheté un studio c'est ça, avec une seule personne ou t'avais déjà fait de la coloc? C'était déjà une coloc, mais qui avait été reconstruite comme ça. Enfin, le projet au début, je l'avais acheté. C'est un T3 hein, qui fait 60 mètres carrés. Et je l'avais vraiment acheté en me disant, je vais louer, voilà, je vais louer en nu. Je savais pas trop ce que j'allais faire avec. Et après, je me suis formé et je me suis dit, ah ouais, finalement, c'est bien, il se prête pas mal à la colocation meublée. Et donc, je l'ai refait en colocation 2 personnes et c'est ce qu'il est actuellement, quoi. Ah oui, donc c'est peut-être ça qui t'a fait le déclic en mode je veux faire de la coloc, c'est trop cool, quoi. Enfin, c'était ça le. Non, parce que c'est rigolo de se dire tiens, je vais acheter une coloc dans une maison, c'est pas forcément le. Enfin, je sais pas, le truc qui vient à l'esprit en premier, peut-être pour. Ok, trop cool. Alors j'ai tout compris, j'ai tout suivi. Donc ensuite, c'est quoi la suite de l'histoire? Bah, la suite en IMO, finalement, c'est un dernier investissement de 3 lots, pareil, à côté de Saint-Denis, en meublé, mais là, c'est des studios que j'ai achetés en clé en main avec une société de clé en main qui s'appelle Revenu Locatif. Et là, bon, pour le coup, c'était beaucoup plus passif parce que j'ai pas eu à faire, à rien faire finalement. Mais c'est un projet qui me génère quand même du cash flow et puis qui est surtout dans une zone qui va continuer, je pense, à se valoriser. Donc l'idée là, c'était de revenir un peu, pas du cash flow pur comme on a fait sur Amiens, mais de faire un petit peu un mix de cash flow et bonne potentialité, du bon potentiel à la revente d'ici quelques années, je pense. Ok.
Donc ça fait qu'au final, là, et là c'était en quelle année? C'était en 2021, ouais. 2021. Et donc du coup en IMO, là, tu as 6 biens au total. C'est ça, Et on est sur 6 lots et 15 locataires en fait. voilà. Ah oui, bah oui, parce qu'il y en a 2 dans Saint-Denis, 10 dans les maisons et 3... Ah ouais. Ouais. C'est cool. Et du coup, donc ça t'a plu? Enfin, c'est quoi, juste pour faire un petit feedback sur l'ensemble de tes investissements, avec le recul, qu'est-ce que t'en as pensé? Je pense que j'ai pas eu un parcours, pour être tout à fait honnête, tu vois. Je pense pas que j'ai un parcours aussi, on va dire, rapide dans l'investissement IMO que d'autres. Enfin, j'entends beaucoup de gens qui ont bien plus. D'ailleurs, toi, sur Mondorine, tu as dû sûrement faire plus vite, plus loin. Non, nous on était lents, t'inquiète. D'accord, bon, ça me rassure. Mais non, je pense pas que de ce côté-là, en termes de rapidité d'exécution, quoi, je pense que j'aurais pu faire plus encore, tu vois, avec ma capacité d'endettement. Mais l'idée, c'est que j'ai voulu aussi insérer un projet entrepreneurial, notamment avec le podcast, qui s'est un petit peu mis entre les deux, en parallèle de tout ça. Et je pense que c'est pour ça que je voulais vraiment, j'ai équilibré, tu vois, entre activité investissement IMO et puis peut-être entrepreneuriat. Je voulais un petit peu avoir les deux jambes parce que je pense que c'est pas mal de diversifier aussi ces sources de revenus, notamment et autres. Et donc je pense que j'aurais pu faire vraiment tout miser sur l'immobilier encore plus et maximiser, tu vois, le CDI que j'avais à l'époque encore plus. Mais je pense que j'ai pris le temps en fait de mûrir aussi ce projet entrepreneurial. Je suis assez content parce que ça se développe aussi de ce côté-là. Et je pense que ça me permet finalement au terme d'avoir un petit peu plus d'avoir ces deux jambes un peu pour avancer peut-être plus de manière plus pérenne à l'avenir, quoi. Et du coup, là, ta vision pour l'immobilier, tu fais une pause et tu t'y reviendras plus tard, ou c'est quoi la... Alors dans l'immobilier, j'ai changé de braquet. Donc là, j'étais dans le locatif. Et là, je me porte maintenant sur des opérations d'achat-revente en immobilier. Donc là, pour le coup, plus de gestion locative, mais vraiment réaliser de la plus-value à la revente de biens qu'on peut soit rénover, soit dont on peut régler un problème, que ce soit avec la mairie, tu vois, ou autre, sur des problématiques qu'il peut y avoir sur ces biens-là, faire une revente, toucher la plus-value et passer à la suite, quoi. Ça, c'est mon activité maintenant dans l'immobilier. Ah oui, donc maintenant, depuis quand, du coup, t'as fait déjà quelques opérations comme ça, ou c'est encore au stade de projet, ou... C'est tout frais, hein. C'est depuis cette année, en fait. Et je suis en recherche pour mon premier projet, donc j'ai pas encore mis ça en place. Mais dans l'immobilier, tu vois, tu me demandais vers quoi je vais, c'est vers ça, en fait, vers l'achat-revente, en fait. Ok. Et t'as prévu, j'aime bien poser des questions un peu techniques parce que ça m'intéresse. Du coup, t'as prévu de créer une société pour faire cet achat-revente, enfin un truc un peu dédié? Ouais, ça sera ouais, via une société, ouais, carrément. Je pense que peut-être même que je vais créer à terme une holding pour y loger également l'activité, peut-être podcast, tu vois. Peut-être qu'il y aura une sorte de logique qui pourra se mettre en place là avec, tu vois, des remontées et puis une optimisation en termes de trésor. Mais pour ce qui est opération de marchand bien, ouais, je le ferai avec une société. Notamment aussi parce que je pense que je ferai pas mal de projets d'association, tu vois, pour ces opérations-là. Et du coup, ça sera via une société, ouais, clairement. Et alors, j'imagine, parce que je pense que je te connais pas hyper bien, mais de ce que je connais de toi, j'imagine que tu vas pas, toi, être sur le terrain, chercher les bonnes affaires tout seul, et puis... j'imagine, je sais pas, corrige-moi si c'est vrai, que ta vision, c'est toi finalement, t'es un peu le centre du réseau, et toi tu vas juste faire que les bonnes affaires, elles viennent à toi par ton réseau, et que tu arrives à les refiler par ton réseau. C'est un peu ça ton concept, ou c'est pas trop ça? Je sais pas. Détrompe-toi, Dorine. Non, je vais mettre la main à la pâte, je vais être sur le terrain. Sur ça, non, ça, je compte bien. En fait, finalement, refaire un petit peu ce que j'avais fait, tu vois, avec Amiens, dont on a parlé tout à l'heure. D'accord, ok. Ok, donc tu vois, je me suis plantée. Ouais.
En fait, je suis dans une zone là maintenant, en Seine-et-Marne, un peu différente parce que j'ai déménagé depuis. Je t'avais dit que j'étais en région parisienne, mais vraiment proche Paris. Et puis, avec la famille, tu vois, les enfants en bas âge, c'était quand même plus sympa d'être là, en fait, proche de là où j'ai grandi, tu vois, en Seine-et-Marne. Donc, j'ai emménagé dans une maison à l'est de Paris, et c'est dans ce coin-là que je compte lancer, tu vois, c'est ce projet d'achat-revente. Donc là, il faut un petit peu tout repartir de zéro parce que, pareil, le réseau que j'avais sur Amiens, tu vois, il va pas mettre d'un grand. Ouais. Ah oui, donc tu vas vraiment mettre les mains à la pâte, quoi. Enfin, ton projet, c'est d'être sur le terrain et voilà, ok. Ouais, c'est ça. C'est excitant aussi, tu vois, de tout repartir, de me relancer un petit peu dans ça, de recréer un réseau local, de faire des rencontres et de trouver les gens qui vont constituer mon équipe, mais sur des opérations achat-revente. Je suis pas complètement seul, hein, tu vois, j'ai rejoint un cercle qui s'appelle le cercle MDB, qui est assez gros sur la France, et qui sont avec les collègues marchands qui m'aident dans tout ce qui est mise en place de ces choses-là. Donc il y a du coaching, etc. Tu vois, je fais pas tout à zéro, mais au final, ça reste un projet quand même individuel, c'est-à-dire que je suis le maître en fait de ma destinée au travers de ma propre société, tu vois. Donc c'est un club d'investisseurs si tu veux, mais on est chacun quand même autonome et indépendant dans ses décisions. Et j'aime beaucoup cette approche-là parce que ça conserve en fait un esprit entrepreneurial. Et dans l'immobilier, ce que j'aime aussi, quoi. Donc c'est un peu top, quoi. Ok, trop cool. Ok, j'ai tout compris. Et du coup, juste pour info, ta résidence principale, t'es locataire ou t'es propriétaire? Je suis locataire, ouais. Je suis locataire. Ah cool, bienvenue au club des locataires. Ok, non, c'était juste pour savoir. Je pense que ça fait du bien d'entendre, que les gens entendent que c'est aussi possible d'investir quand on est locataire, quoi. Enfin, c'est un truc qu'on entend des fois dans les a priori. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles, hein, tu vois. C'est vrai qu'on entend beaucoup quand même qu'il faut être locataire, parce que c'est vrai que, mécaniquement, tu vois, il y a deux travers dans lesquels on peut tomber quand on investit, on achète sa résidence principale. C'est surpayer le bien, tu vois, typiquement parce qu'on le trouve sympa et machin, et le côté émotionnel qui rentre dedans. Et puis deux, en fait, on grignote de la capacité d'endettement pour le projet immobilier avec ça, tu vois. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment... donc ça, c'est vrai sur le papier, mais je pense qu'il y a des exceptions quand même qui peuvent être intéressantes, et je pensais notamment à... D'ailleurs, j'ai reçu là, Jérémy Pajot, mon dernier épisode du podcast, il en parle, un investisseur qui justement lui a acheté sa résidence principale, et il considère que ça l'a aidé à justement accélérer dans l'IMO. Je trouvais ça intéressant. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que tu vois, quand tu achètes ta résidence principale, par exemple, si c'est des maisons jumelées, tu peux faire, tu sais, la stratégie de la doublette. Typiquement, tu vas racheter une et puis revendre une des deux, et puis l'acheter avec les loyers de la personne qui loue à côté. Il y a aussi des travaux que les banquiers peuvent te financer beaucoup plus longs. Tu vois, en l'occurrence, là, Jérémy, lui, il avait 3 ans de différé sur ses travaux. Donc finalement, il pouvait augmenter sa capacité d'épargne de manière très importante sur ces 3 années-là. Donc il y a des avantages aussi d'être propriétaire. Je pense pas qu'il faille dire juste il faut, tu vois. J'essaie de me méfier en général de ce genre de trucs. Ouais. Non, mais moi je dis pas il faut, je dis juste ça existe d'être locataire, quoi. Parce que les gens, des fois ils se bloquent. Ah mais j'ai pas encore ma résidence principale, alors je peux rien faire. Je fais non, tout est possible, quoi. Enfin, j'aime bien dire ça. Ouais. Bref. Et donc, juste pour revoir, du coup tes investissements là, immobiliers, ils t'ont permis de devenir libre financièrement, ou c'est pas suffisant et c'est avec aussi ton activité d'entrepreneur à côté que tu as pu quitter ton travail? Enfin, c'est quoi exactement un peu les impacts et les implications de ces différents investissements sur ta liberté? Ouais, j'ai acheté Silo, ça y est, je suis indépendant financièrement, je suis rentier, je pars à la plage et je sirote des mojitos toute la journée, Dorine. Voilà ma réalité. mais je sais pas, je trouve ça intéressant. Ouais, mais je rigole parce que c'est un peu ce qu'on entend beaucoup. Non, très honnêtement, là, j'ai du cash flow. Je dois avoir 1500 € de cash flow sur l'ensemble de mes biens. Je te dis, il y a pas mal de trucs qui sont patrimoniaux aussi, donc il y a de la plus-value latente, donc c'est pas forcément... bien sûr. Non, ça n'a jamais été vraiment le but, tu vois, de vivre du cash flow de mes biens immo. En revanche, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de recycler ce cash flow pour réinvestir sur d'autres choses aussi. Et aujourd'hui, j'ai démissionné là au mois de mars de cette année, donc j'ai plus de revenus là aujourd'hui, à part ce cash flow immo et les revenus du podcast. Et en fait, je vis de ça. Et je pense que à terme, tu vois, il y a
enfin, moi, je vois un petit peu les revenus parfois comme un peu du feu de bois et que je compare en fait le feu de paille avec le feu de bois, tu vois. Et je pense que le podcast et le cash flow IMO, notamment sur Amiens, je considère que c'est un peu le feu de paille. Enfin, et ce que j'aimerais migrer, moi, c'est vers le feu de bois, tu vois, c'est-à-dire les opérations achat-revente, notamment sur l'immobilier. Petit à petit, je voudrais migrer là-dessus et je pense que c'est ça qui pourra me permettre de dégager vraiment du patrimoine. Donc, je ne suis pas encore arrivé sur ce parcours, mais il y a des étapes, il faut y aller petit à petit. Ce que je trouve intéressant et ce que j'essaie vraiment de faire, moi, c'est de pouvoir le plus possible, en fait, faire jouer les synergies dans mes activités. Et je trouve que c'est un truc que j'encourage vraiment les gens à faire. C'est souvent on a tendance à cloisonner, tu vois, nos activités en disant bah là je suis investisseur, mais là je suis salarié. Et puis il y a des moments je suis père de famille. Et en fait, je pense dans la vie, il faut vraiment mixer tout et prendre l'avantage de toutes les activités qu'on a et des compétences qu'on peut avoir. Et là, en l'occurrence, tu vois, je pense qu'il y a des synergies entre le podcast, entre l'activité investissement locatif, et puis maintenant, bientôt, l'activité d'achat-revente dans l'immobilier. Il y a des trucs qui font que, en fait, ça tourne. Enfin, il y a des synergies qui font que les choses vont jouer pour toi, les compétences vont jouer pour toi, sans que tu donnes plus d'énergie, en fait. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Et donc, c'est pour ça que même si aujourd'hui même, tu me dis, est-ce que tu gagnes autant que quand tu gagnais quand tu étais en salarié en CDI, bah, la réponse clairement est non, puisque voilà. Mais d'un autre côté, je ne suis pas inquiet de savoir que, tu vois, je suis sur cette route et ça avance, je vois que les choses avancent et qu'on arrive vers là où je voudrais arriver, tu vois, c'est-à-dire typiquement plus de passivité, plus de temps libre et plus d'argent aussi, en fait, la construction de quelque chose. Donc je suis pas inquiet parce que je fais confiance à ce process et je suis sur la route et les choses avancent, quoi. Ouais, ça me fait juste penser, moi j'aime bien, avec nos investissements immobiliers, distinguer le cash flow et l'enrichissement. C'est-à-dire qu'il y a pour moi le cash flow c'est la partie émergée de l'iceberg qu'on consomme tous les mois. Et c'est vrai que je suis certaine qu'avec l'ensemble du patrimoine que tu as, ton enrichissement, c'est-à-dire si on compte le remboursement de capital plus le cash flow, bah finalement, tu t'enrichis plus que quand tu étais salarié. Enfin, j'aime bien avoir cette vue globale, quoi. Parce qu'on oublie souvent le capital qu'on rembourse, quoi. Tout à fait, ouais. Bref. Et donc là, on a bien vu tous tes investissements immobiliers, c'est super intéressant. Et je voulais voir avec toi si tu faisais d'autres types d'investissements, comme tu as un podcast, Les Investisseurs 4.0. Est-ce qu'en termes de bourse, ou de crypto-monnaie, etc., est-ce que tu t'y penches ou pas trop ? J'ai investi un petit peu dans la crypto parce que enfin, voilà, je trouve que ça a vraiment de l'avenir. J'ai pas mal développé là-dessus. En bourse, pas vraiment parce qu'en fait... bah, tu vois, dans mon entreprise avant, j'avais des limitations, tu vois, par les conflits d'intérêts, tu vois, les informations privilégiées que je pouvais avoir. Et donc, j'étais obligé de reporter à chaque fois les positions. Donc, ça m'embêtait trop. J'ai préféré ne pas le faire. Et donc, aujourd'hui, je suis plutôt investi sur les cryptos en parallèle de l'immobilier. Donc, des trucs assez vachement safe et puis des trucs assez dégènes, comme on dit dans le milieu. Enfin, des trucs assez risqués pour le coup. Ok, non mais ça m'intéresse. Nous, on est encore au niveau zéro, au niveau de tout ce qui est autre chose que de l'immobilier, donc, mais on s'y intéresse. Ok, alors maintenant qu'on a fait à peu près le tour, je voulais voir avec toi si tu avais un message à faire passer aux auditeurs aujourd'hui, quelque chose qui, par rapport à toute ton histoire, tu as envie de transmettre aux gens qui nous écoutent. Je pense que je donnerais... je recommanderais aux gens d'essayer le plus possible. Enfin, je parle surtout aux gens qui sont dans la situation des auditeurs, hein, moi de la communauté, des gens qui sont salariés, tu vois, et qui ont peut-être une vie de famille, qui ont peut-être pas beaucoup de temps à se consacrer à l'investissement, qui veulent se lancer. Je vois, et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Je vois pas mal de gens qui cloisonnent et qui ne valorisent pas à leur juste valeur la compétence qu'ils peuvent avoir dans toutes les activités qu'ils entreprennent, et le salarié en est une, tu vois. J'entends beaucoup trop la conception, tu vois, de je suis salarié pour cette entreprise de telle année à telle année, voilà, mais il n'y a pas la notion de j'ai acquis cette compétence, et j'encourage vraiment les gens à essayer de raisonner peut-être plus comme des prestataires de services, même s'ils sont salariés, tu vois, mais dans le sens où
je suis un peu comme une entreprise individuelle. Quelles sont les compétences que j'acquiers en fait dans cette entreprise et qu'est-ce qu'elles peuvent me permettre de dégager dans mes projets, moi, perso, tu vois. Et je pense que j'incite vraiment les gens à faire cette réflexion de qu'est-ce que j'ai moi dans mon bagage propre, qu'est-ce que je peux finalement monétiser, monnayer, que ça soit dans une autre entreprise où il y a des projets qui peuvent nous intéresser par exemple, et à ce moment-là quitter son boulot pour un autre boulot mais dans un secteur qui intéresse plus, ou même tu vois dans des projets entrepreneuriaux qui demandent en fait des compétences dont on pense qu'on l'a pas et on se pense tout de suite je vais faire des formations de tac tac tac, mais en fait non, attends, regarde déjà ce que tu as toi, tu vois, qu'est-ce que tu as acquis. Et je pense que si on raisonne comme ça, je pense que ça permettrait vraiment d'ouvrir plus le champ des possibles, au-delà de je suis un employé dans ce secteur, dans ces activités, dans cette entreprise, tu vois. Ok. Et du coup, si parmi les auditeurs, il y en a certains qui souhaitent suivre tout ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Alors, ils peuvent me retrouver sur Instagram, donc c'est investisseur 4.0, ou sur le site également, investisseur40.com, où on met tous les épisodes sont là. On peut aussi me contacter sur le formulaire de contact sur le site ou par Instagram. Je suis sur Twitter également, mais j'ai pas un énorme compte là-bas. Et puis sur LinkedIn également, investisseur 4.0 podcast. Donc tous les réseaux sont ouverts. En tout cas, merci 1000 fois en tout cas d'être venu sur le podcast. Je suis super contente et je trouve que ton parcours était très inspirant et aussi rassurant parce que de se dire que oui, on peut prendre son temps pour investir, on n'a pas besoin de faire tout comme ce qu'on voit sur Internet en 2 ans, rentier 50 biens, et t'es là en mode mais comment il a fait. C'est super. Merci 1000 fois Paco et puis à une prochaine peut-être. Bien sûr, mais merci beaucoup à toi Dorine, j'aime beaucoup ce que tu fais aussi, bon courage pour la suite, c'est super, continue comme ça et on va forcément se croiser très rapidement. Merci. À plus, ciao ciao. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao ciao.